Bien, merci. Invité. C'est la première fois que je viens ici pour faire un exposé. Après tous les... Je ne les ai pas tous écoutés, tous vus, je suis désolé, parce que c'est vraiment intéressant, quoi. Oui, ça commence par un nuage, mon histoire. Alors, c'est assez difficile de trouver un thème à partir de l'idée globale de la diversité. Ça rejoint ce dont je vais parler là, de quelque chose qui est en préparation et qui aura lieu l'année prochaine. Ça s'appelle la préséance du vivant. C'est une biennale à la fois architecture mais surtout paysage. La responsabilité que j'ai est celle du paysage. C'est très compliqué à monter, donc j'ai demandé à être assisté. C'est le collectif Coloco qui m'assiste là-dessus. Et la préséance du vivant, c'était mon choix, ils ont accepté. Ça signifie qu'on met la question même du vivant en avant dans toutes les problématiques de développement, quelles qu'elles soient, et quelquefois, ça change complètement le dessin, la vision, disons, formelle de l'espace, fonctionnelle aussi, parce que le vivant, ici ou là, va nous alerter par le fait de sa présence, sur la nécessité que nous aurons de le préserver, et si c'est ça, peut-être faudra-t-il contourner, éviter de détruire, etc. Donc ça change vraiment le métier que nous avons, nous, de paysagistes. On va essayer donc de développer ça l'année prochaine. Alors moi, ce que j'ai proposé ici, c'est de parler globalement de cette diversité à travers une vision qui est peut-être celle que moi j'ai connue à force. Je suis rentré au jardin par un monde qui n'est pas celui des plantes véritablement. Au départ, c'est celui des insectes. Mais pour moi, une plante, c'est un écosystème. C'est-à-dire que ça renvoie à un écosystème. Ça ne peut pas être un être isolé. On pourrait dire la même chose d'un animal, hein, bien entendu. Donc si on fait... j'ai fait des collections, moi, hein, j'en ai fait aussi un peu, pas de plantes uniquement d'ailleurs, même de timbres et de... Puis je me suis arrêté à un moment donné avec les insectes parce qu'on est obligé de les tuer pour les collectionner. Pour comprendre qui ils sont et les analyser, il faut passer par les tuer. Ça ne marche pas, ça. Donc ce n'est pas vraiment le but, mais de les, disons, collectionner dans le sens d'une performance sur le nombre des espèces qui sont différentes, mais d'essayer de comprendre comment chaque être vit avec d'autres. Et à tel point même, si on étudie la question jusqu'au bout, vit finalement et nous met, nous, dans la chaîne, en nous fragilisant. Quand on comprend la chose, on se dit oui, on est les ultimes prédateurs de la chaîne écologique, de la chaîne de prédation en général. Il va falloir faire attention à tout le reste, car nous dépendons de tout le reste. Donc une plante veut dire beaucoup de choses à partir de cette idée-là. Alors avant de commencer les images, je voudrais juste dire que nous sommes allés voir tout à l'heure La jungle de Evor Mowgli, je l'appelle comme ça, hein, parce que je l'ai rebaptisé Evor Mowgli, roi de la jungle. Il a donc fait quelque chose dans un espace qui est comme une dent creuse dans la ville urbaine de Nantes et qui est absolument fantastique. Et il y a aussi un autre aspect qui a été évoqué tout à l'heure par Véronique Mur, c'est-à-dire qu'il utilise beaucoup les semences, c'est-à-dire que finalement ce que l'on voit et qui est une jungle fleurie d'une grâce extrême dans un espace complètement urbain est issu d'espèces qui sont à chaque fois des inventions. La question de l'orme qui a été évoquée tout à l'heure est une question très intéressante. La multiplication végétative, alors là on s'adresse aux pépiniéristes dans ce cas-là, elle est probablement évidemment ce qui multiplie le génome initial sans aucune espèce de transformation. Alors que l'hybride, et donc la graine produit, est toujours un hybride. Ça va toujours donner un hybride. C'est issu de deux êtres différents. C'est une invention.
Et cette invention a la possibilité, peut-être plus que les autres, d'interpréter les modifications même des conditions de la vie. Donc on devrait véritablement valoriser les semences sans pour autant les laisser entre les mains de ceux qui veulent en faire leur monopole et interdire la possibilité de la récolte. Hein, ça, c'est insupportable, hein, c'est inacceptable. Ne pas pouvoir réutiliser ce que l'on a cultivé en récoltant les graines et en les ressemant, éventuellement même en les vendant, il n'y a pas de raison, c'est normal, on devrait le faire très logiquement, d'autant plus que c'est une richesse. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la jungle, hein, il faut y aller, hein. Ça vaut vraiment la peine. Alors, je vais diviser ça en... Je ne vais pas être très long, hein, en quelques points. La plante, un écosystème, donc je vais vous montrer. Enfin, vous le connaissez, vous savez, mais bon. Ce que peut être l'opportunisme biologique, c'est quelque chose dont on ne parle pas vraiment comme ça, sous ces termes-là, mais ça a été aussi évoqué tout à l'heure par Véronique quand elle montrait... qu'est-ce que c'était l'arbre sur son caillou, là un pistachier alors qu'il aurait pu pousser à côté. Oui, mais il est là où il est le mieux. C'est pas forcément le mieux dans un sol idéal, fertile et tout. Non, le mieux en général. C'est un opportuniste, voilà, comme tous les êtres vivants, nous aussi bien sûr, mais on devrait respecter ce choix qui est fait par les plantes dans leur implantation, le choix de l'espace où ils vont. Et dans ce cas-là, le paysagiste, il est vraiment nul, quoi. Il ne sait pas quoi faire parce qu'il prévoit. L'arbre doit être là, l'arbre doit être là. On n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Donc on est obligé de complètement revisiter notre métier pour dire mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut éventuellement faire une prévision. Alors on dit on va planter là et là, d'accord, mais ensuite dans le temps, aller voir ce qui se passe. Ça, c'est voir quel est l'opportunisme biologique le meilleur, et à ce moment-là, dire, ben oui, je garde cette plante-là, puis là, je la déplace. Ça donne lieu au jardin en mouvement, bien sûr, mais c'est quelque chose qui a des conséquences immédiates aussi sur notre métier, dans le sens où il faudrait que les concepteurs paysagistes soient aussi invités au suivi dans le temps, qu'ils ne soient pas payés au pourcentage du montant des travaux, mais à une mission qui est, à partir de la conception, aussi dans la réinterprétation dans le temps. Car si on continue à faire ce qu'on fait là, avec ce type de contrat, on ne peut pas gagner sa vie. Ça ne coûte pas grand-chose, les plantes, par rapport au prix du marché. C'est 14-15%. Donc il faut faire du béton. Il faut faire de l'arrosage automatique inutile. Il faut faire de l'éclairage, des terrasses, des escaliers, des machins. Et les plantes, on les oublie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je veux opposer avec la précédence du vivant quelque chose qui est une lecture complètement inversée. Et d'ailleurs, il y a eu une perte de connaissances réelle sur la question du vivant et des plantes notamment de la part des paysagistes. Parce que finalement, ce n'est pas avec ça qu'ils gagnent leur vie. Vous voyez, il y a un truc qui ne va pas. Donc je ne sais pas s'il y a des gens de la FFP ici, mais il faut... Ils sont tombés. C'est un signe. Bon, enfin, il faut leur dire qu'il faut essayer d'intervenir sur le métier. Donc, une plante, un écosystème, comment on fait le clic, là? C'est ça? Ouais. Bon, voilà, alors on fait des trucs comme ça, puis on dit c'est bon, tout est parti. Bon, ça c'est juste une indication, un projet de plan de plantation, on a mis les noms quand même, malgré tout, hein, c'est pas complètement nul, mais ça s'arrête là, mais ça devrait pas s'arrêter là, du tout. Donc je passe tout de suite à autre chose, les nuages c'est des changements de chapitre, pour aborder ce que c'est qu'en réalité la plante qui nous donne une idée presque... toujours, si on l'observe dans son temps, de son développement, d'un écosystème. Là, c'est une salicaire, et je suis assez intéressé par l'observation des salicaires, parce qu'elles choisissent des milieux humides, vous savez comment elles poussent, mais elles attirent énormément d'insectes, ça dépend des années. Si on a la chance de voir ça, vous voyez tous ces épirides qui sont arrivés là-dessus, ça veut dire qu'elles existent. Si on n'en voyait aucune, et ça m'arrive très souvent le long des fossés de route où vous observez les salicaires, si par hasard vous avez envie de faire ça,
que vous ne voyez aucun insecte dessus, ben, c'est qu'ils sont morts. C'est qu'il y a quelque chose autour dans la gestion du territoire qui fait qu'ils ne sont plus là. Sinon, c'est vraiment une plante attractive et c'est une forme de bioindication. Elle ne vit pas toute seule. Ça ne veut pas dire que ces insectes-là dépendent de cette plante, hein, pas du tout. La plupart du temps, elles dépendent des crucifères. C'est autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Oui, ça c'est le petit... Ah ben vous ne le voyez pas, mais ça fait rien. Hein. C'est un petit papillon tout petit vert qui est de la famille des azurés, vous voyez, ce groupe minuscule, très joli. Bon, je ne sais pas pourquoi il apparaît comme ça, mais enfin bon. Et alors là, sa chenille dépend de la ronce. Donc quand vous êtes face à un roncier, ce n'est pas une plante qu'on a toujours envie de garder avec soi. On a aussi tous les hôtes de la ronce. Il n'y a pas que le Calophrys rubi, il s'appelle comme ça, de rubus, hein, le nom c'est le nom de la ronce, voilà. Le Calophrys, très joli. Il y a aussi le fait que c'est peut-être une friche armée, c'est-à-dire qu'elle protège d'autres arbres qui sont les jeunes arbres issus des graines, hein, des ligneux, qui sont protégés de la prédation. Prédateurs, il y en a plein, hein, des lièvres, mais surtout des chevreuils. Donc le roncier joue un rôle. Et d'habitude, on ne le regarde pas comme ça. Mais si on rentre dans la question de l'écosystème en question, eh bien, on regarde la ronce différemment. Ça, c'est un travail. Je crois que il y a une visite prévue, c'est demain, il me semble, à Jules Rieffel. C'est très très intéressant, je ne pourrais pas être là, ou cet après-midi, je ne sais pas quand est-ce que c'est prévu. C'est les étudiants du lycée qui avaient réussi à dire, on garde le roncier, ils ont fait un chemin dedans, ils l'ont taillé comme une sculpture, et ça c'est très intéressant. Bon, aujourd'hui, il s'est effondré, c'est une vieille photo, parce qu'à l'ombre, quand les arbres poussent, ben, le roncier, il disparaît, hein, quasiment. Il ne disparaît pas réellement dans le sens où il y a plein de graines de ronces qui existent et des racines peut-être encore vivantes, je ne sais pas. Quand vous avez un chablis, tout repousse, bien sûr, pas que la ronce. Donc il va être invisible dans quelque temps et dormant. Mais il a un rôle dans l'écosystème. Ça, c'est un exemple qui est lié à une prairie que je surveille. J'ai mis en place il y a des années, maintenant plus de 30 ans, et que je surveille de voir comment ça se passe tous les ans. Elle est fauchée, il y a une fauche annuelle. Donc ça, c'est la strate herbacée. Mais comme sous nos climats, c'est quand même peut-être là qu'on a la plus haute diversité, c'est ce qui, moi, me motivait le plus. Sous le tropique, je ferai autrement. Là, vous voyez un senson de Jacob, qui est une plante hyper banale. Alors là, pour le coup, on n'est pas sûr de vouloir s'extasier devant le senson. Sauf que il accueille cet animal, qui est la chenille du Tyria jacobé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le Tyria, qu'on appelle la goutte de sang. C'est un très joli papillon, mais on le voit extrêmement rarement. Et là, on ne voit rien, mais il faut imaginer qu'il est rouge et noir, hein. Bon. Vous le trouverez dans les livres. Il est donc un très bon indicateur de l'équilibre quand cet équilibre est vraiment respecté. Il y a eu une culture de maïs il y a maintenant une quinzaine d'années à côté du champ d'expérimentation que je vous montrais là, et elle a disparu. Elle est revenue, il y a eu au bout d'environ 8 années, l'insecte est revenu avec très très peu de présence, donc il y a une mise en souffrance par des cultures qui sont absolument tragiques. Hein. Franchement là, il n'y a pas que la question de la monoculture, il y a la façon dont il s'y prend, en tuant tout, en gardant une plante. On peut dire on fait de la monoculture, mais quand on tue toutes les autres, c'est horrible. Alors les molènes, voilà, une plante qui est absolument banale, que j'ai appris quand j'étais gamin à arracher parce que c'était une mauvaise herbe. Hein. Il ne fallait pas qu'elle soit dans les jardins. Mes parents, ils avaient un petit jardin, ça ne se faisait pas. Alors on a arraché, il y avait un bout de racine qui restait. Comme c'est une plante annuelle, enfin on dit bisannuelle, mais elle est annuelle, quoi, thérophyte. Elle n'a que la graine pour survivre à elle-même. Donc même un bout de racine qui reste, elle va repousser, elle va essayer de refaire des graines. Donc j'ai arrêté de faire ça, hein, évidemment. Hein. Les molènes, je les garde. Elles ont un rôle important. Elles nourrissent donc le cuculia. Vous vous rappelez peut-être, pour ceux qui autrefois roulaient en voiture la nuit et voyaient qu'il fallait le pare-brise le nettoyer parce qu'il y avait plein d'insectes, des papillons de nuit, vous n'en avez plus. Bon, le cuculia verbacif en fait partie. Donc je protège cet insecte. Alors ça fait une plante dont le feuillage est quand même un petit peu brodé, pas toujours comme on a envie, mais
Mais ça fait rien, moi ça m'intéresse. Marche pas? Si. Là voilà, elle est jolie la chenille. Hein, sur un autre verbascum, ça c'est le nigrum, mais peu importe. Et dans le paysage, ça fait des marques importantes, puisque c'est une plante qui peut monter assez haute, ça transforme la perspective. Mais cette molène, enfin les molènes, tous les verbascums ne sont pas liés uniquement à ce papillon, pour moi, de mon point de vue, dans l'écosystème, puisqu'on parle de ça. Vous voyez ici, là, c'était une petite taupinière. Enfin, donner un coup de pied dessus, donc ça l'a rasé. Et là, il y avait sans doute une taupinière à l'endroit où vous voyez ces molènes, levée de dormance des graines qui se retrouvent subitement à l'air et à la lumière et à l'eau. Pratiquement, chaque fois sur les anciennes taupinières, il y a des annuelles, des plantes à cycle court, pas forcément uniquement, mais beaucoup qui apparaissent et qu'autrefois on appelait les messicoles. On parle de la diversité, mais elles sont où les messicoles aujourd'hui? Vous ne les voyez pas, les nielles, les nigelles, les pavots un peu, eux ils ont repris le dessus. Mais c'est tout, les autres ont complètement disparu, c'est des plantes assez belles hein, souvent. Bon, ben, elles arrivent à partir du moment où le sol qui reste encore vivant, s'il est encore vivant, est remué, c'était le coup des labours, hein, et que là peuvent germer un certain nombre d'espèces dont les molènes font partie. Alors chez moi c'est ça, mais il y a aussi des Euphorbia lathyris, des trucs comme ça. Donc merci la taupe. On ne pense pas à remercier la taupe. J'ai fait un jardin de taupe hein, à Lausanne en 2019. Enfin non, j'ai pas fait ça parce qu'ils m'ont pas voulu. Mais j'ai proposé, puisqu'ils m'avaient dit le thème c'est le sol. Je dis ok, je vous fais un jardin de taupe. Ils m'ont dit on en a déjà. Je dis bon d'accord. Ils ont relancé le truc. Je dis bon alors je vous fais un cadran solaire pour taupe. Et là ils ont accepté parce que c'est la montre, la Suisse et tout. Hein. Et l'idée était que ça datait ça de l'époque où moi je tuais tout, comme on m'avait appris à faire. On nous avait appris, je suis ingénieur horticole, hein, attention. Et là on nous disait voilà comment le nom des plantes on les connaissait, les insectes aussi, mais il faut les tuer. Là quand vous en avez un, vous tuez tous les. Bon. Donc on tuait les taupes. Et chez des clients privés au début quand j'en avais, ça n'a pas duré très longtemps, mais bon, je faisais ça avec la taupicine. Hein. Un truc qui c'est la strychnine qu'on retirait ça a été un poison extrêmement violent, hein, tuer des chiens, des belles-mères sans doute, enfin bon. Et j'arrive chez lui, un client, rez-de-chaussée, fenêtre ouverte, il avait son fusil. Je dis bon, d'accord. Puis ouais, il était très énervé. Hein. Elle arrive à 7h le matin, à midi et à 5h l'après-midi. Et il avait raison. À midi, la taupinière, touc, il tire dans la pièce. Hein. Bon, la fenêtre était ouverte, d'accord, mais moi j'ai encore le bruit dans les oreilles. Je me dis, mais on ne peut pas jardiner comme ça. Et quand j'ai eu mon jardin, j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. C'est ça, cet écosystème complexe, y compris avec les plantes ou les animaux que l'on disait être mauvaises herbes ou ennemis, prédateurs ou je ne sais pas quoi. Mais non, tout fonctionne ensemble. Donc quand on parle d'un être, on parle des autres en même temps. Enfin, obligatoirement, on ne le sait pas, mais on le fait. Donc voilà, je remercie beaucoup la molène, mais la taupe aussi, bien sûr. Elle s'appelle Raoul chez moi. R-A-O-U-L-E, le féminin. Voilà, puis elle se déplace, elle va dans les endroits les plus humides. S'il y a une période de sécheresse, elle descend, elle remonte, enfin. Et elles ont des territoires, hein, c'est pas très invasif, hein, ça va bien. Voilà des nigelles. Donc, je ne sais pas où il est le truc. Voilà. Ah. J'y arrive pas. Ah zut. Bon, où est-ce qu'il faut cliquer? Là, c'est vous? Ah, c'est vous le magicien. D'accord. Ici, il y a un arbre qui est tombé, il a fait comme la taupe, remue la terre, il a fait élever les Euphorbia lathyris, non, Euphorbia coralloides et des escoldia, mais je ne savais pas qu'elles étaient là. Les euphorbes sont arrivées d'elles-mêmes, les escoldia, il y en avait un petit peu quelque part, mais les graines se sont répandues, mais elles dormaient. Donc ça voudrait dire que dans un sol apparemment neutre,
il y a un jardin en puissance, mais on ne le sait pas. Il faut qu'il soit retourné, à condition que ce soit un terrain qui ne soit pas, évidemment, stérilisé, qui ne soit pas mort. Donc voilà, on est en permanence avec cette vision-là dans des écosystèmes qui sont changeants, puisque ce sont des plantes à cycle court. Après, c'est devenu quelque chose dominé par des leucanthèmes et des pavots. Aujourd'hui, c'est des goras. Bon, je ne sais pas si vous avez, vous, des goras chez vous, mais c'est une plante, j'en ai pas en photo, hein. C'est une plante qui prend beaucoup le dessus maintenant, et probablement elle est liée au changement climatique. Elle n'est pas du tout originaire de nos régions, hein. Et elle est très, très puissante. Bon. Ça, c'est un jardin qui est l'ENS de Lyon, au cœur de Gerland, on est dans la ville, hein. Ça a été très bien géré. Et les jardiniers à cet endroit-là ont justement accepté les plantes vagabondes comme les molènes qui se mélangent à des plantes, des lys de l'Himalaya, des plantes comme ça, des choses qui ont été plantées, qui sont gérées classiquement. Mais on accepte aussi celles qui arrivent. Là, je vous montre alors quelque chose d'autre qui aborde le troisième thème, qui va être le brassage planétaire, mais c'est une chenille de macaon sur du fenouil, c'est normal, hein. Elles sont sur des plantes de cette famille-là. Mais là, elle arrive sur une rutacée, la Ruta graveolens, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir du tout. Et puis, je l'ai vu, ça je n'ai pas la photo, sur l'oranger du Mexique, le Choisia alternata, qui est aussi une rutacée. Et peut-être qu'il y a une convergence de pouvoir attractif sur cette chenille qui donne le très beau papillon, le macaon. Et ça m'a beaucoup intéressé, parce que le Choisia n'est pas originaire de chez nous non plus. Et lui, là, le lézard, là, Lacerta viridis, hein, c'est son nom, j'en ai beaucoup dans mon jardin. Il s'intéresse beaucoup au cléum parce qu'il attire des petits diptères et que lui, il les mange. Donc, pour nourrir le lézard, le cléum, c'est pas mal. Je vous dis ça. Hein, alors, l'opportunisme, où est-ce que j'en suis là? Biologique. Juste une hyperdiadème, c'est une espèce d'équilibriste, hein, beaucoup d'araignées sont comme ça. Mais j'ai remarqué que sur les quarts d'air, elles adoraient parce que c'est pratique. Ça marche assez bien, c'est solide, il y a des épines, il y a tout ce qu'il faut. Donc, quand il y a des quarts d'air, je me dis il va peut-être y avoir une argiope ou quelque chose comme ça, ou une hyperdiadème ou un autre. Et ça, c'est une argiope. Tout à l'heure a été donc opportunisme biologique complexe, hein, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Hein. Là, c'est mécanique. Là, par contre, là, c'est beaucoup plus biologique et ça a été évoqué tout à l'heure par Véronique. Il y a des séries flouristiques pour tous les milieux, y compris ceux qui apparaissent comme étant les plus stériles. Quand j'ai commencé à faire le projet sur la toit de la base sous-marine à Saint-Nazaire, ça c'en est un morceau, dans les anciennes chambres d'éclatement, à cet endroit-là, il n'y avait pas tout ça, mais sur les murs, il y avait déjà des petits polypodes, des fougères et d'autres. Dans des minuscules fissures, la question a été déjà évoquée, donc je ne reviens pas dessus. J'ai longtemps cherché à mettre des asphodèles dans mon jardin, je les ramassais comme ça, au bord de route, ne poussant que dans des endroits qui leur conviennent. Hein. C'est vraiment ça sélectionne comme ça, un peu humide, mais pas trop. J'y suis pas arrivé. Bon, je n'ai pas insisté. Et j'ai vu, à propos de cet opportunisme biologique, quelque chose qui est en rapport avec la question que nous avons aujourd'hui, qui est un peu cruciale, qui est le changement climatique. En fonction des saisons, le pré expérimental change de dominante. Je vous ai montré le senson. Ça, c'était sur la question des écosystèmes peut-être, mais enfin, il apparaît énormément, puis après, c'est plus du tout lui. Ce qui apparaît, ça va être un Hypericum calicinum. Ici, c'est des leucanthèmes et des digitales et quelques molènes. Enfin bref, ça change tous les ans. Cette année, le senson est revenu, ainsi que la carotte. D'une façon assez bizarre, parce qu'on n'a pas les mêmes régimes de pluie au même moment. On n'a pas les mêmes températures. Et donc là, il va y avoir une sélection qui se fait. Si on vient jardiner avec une idée fixiste, en se disant non, moi je ne veux que les digitales, ou je ne veux que je ne sais pas quoi, on est foutu. Hein. Là, on n'y arrivera pas. On enlève quelque chose qui
a envie de pousser là parce que ça ne fait pas partie du projet, mais elle est quand même là, alors que d'autres espèces pourraient venir et alors que celles que l'on a prévues ne sont pas plus adaptées à des petits changements comme ceux-là, des changements saisonniers ou plus profonds. Il y a eu un temps où les Véroniques en épi ont pris la dominante, et c'est comme ça un peu dans... Alors, ce qui est difficile, pour moi, c'est de faire passer ça aux gestionnaires des jardins. Ici, on est au jardin de Laeken à Bruxelles, où la ville a dit non, je ne veux pas m'occuper de ça, parce qu'ils ne savaient pas s'y prendre, ils avaient eu des expériences qui n'avaient pas fonctionné. C'est finalement les jardiniers de Laeken qui ont pris la main, et ils s'en sont très très bien sortis. Ça a donné lieu à des... ils ont interprété les caprices ou les adaptations, les opportunismes biologiques de toutes les espèces, et ça a donné des formes différentes. C'est typiquement la gestion du jardin en mouvement. Et quand la ville a compris que c'était possible, finalement, c'est eux qui sont revenus, les jardiniers de la ville, pour s'en occuper. Mais il manquait d'expérience, c'est juste ça, c'est tout. Et alors, quelquefois, ça donne des choses comme ça qui sont des espèces d'essaims qui se forment momentanément dans les strates herbacées, c'est facile. Et ça, c'est à l'ENS à Lyon. C'est les jardiniers qui font ça. Toujours dans ce thème de l'opportunisme biologique, il y a bien sûr l'arrivée d'espèces qui n'étaient pas là auparavant. Donc on rentre dans la notion même de brassage. Et moi, j'avais été très intéressé par ce qui s'est passé à Nantes, au jardin botanique. Je ne me souviens plus si c'était du temps de Claude ou de Figaro ou de Romaric, mais ils ont dit, oui, il y a la Sarracenia qui attire les frelons. Waouh! Bon, elle est américaine. Et asiatique, pardon. Les frelons asiatiques. Pas n'importe lequel. Donc on aurait, si ça se passait comme ça, une plante d'origine américaine qui est venue s'installer dans les endroits marécageux, qui vient réguler la population d'un insecte chinois en Europe. Vous voyez le truc? Là, on est dans les conditions même du brassage planétaire, quoi qu'il arrive, et qui a probablement toujours existé, mais simplement activé, accéléré par l'activité humaine, mais c'est tout. C'est banal. Et d'ailleurs, au jardin planétaire, dans l'exposition, il y en a eu qui sont arrivées. Vous ne les voyez peut-être pas, mais elles sont là. On ne s'y attendait pas du tout. Mais il n'y avait pas encore le frelon. Bon. Il est arrivé plus tard, lui. Alors, l'exotisme, donc, évoqué à plusieurs reprises dans vos exposés. Ça, c'est chez moi, mais je ne vois rien. Mais là-bas, il y a des gunéras. Vous les voyez, vous? Oui, d'accord. Bon, donc vous avez une plante du Chili dans le fond, des digitales qui sont là pour juste une saison, sont européennes. Les petites berces, qui sont aussi la spondyle, la berce spondylium européenne, mais il y a de toute façon un mélange qui existe comme historiquement dans tous les jardins, que ce soit des botaniques, des jardins pas botaniques du tout, même des jardins vivriers. Pour moi, le premier jardin qui a été fait donc par les premiers sédentaires, les nomades qui s'arrêtent, ils vont planter quelque chose qu'autrefois ils allaient cueillir, ramasser le long de leur parcours. Mais en faisant ça, ils font une importation. Donc le premier enclos, qui doit dater de je ne sais plus combien de milliers d'années a dit Véronique tout à l'heure, c'était déjà un lieu de l'importation qui va, à partir du moment où il y aura les échappées du jardin qui vont aller coloniser à droite à gauche, qui va donner lieu à des écosystèmes émergents. C'est pas moi qui invente le terme, et qui sont des rencontres entre des espèces venues de loin et qui s'installent nouvellement, et celles qui étaient là un peu avant. Mais un peu avant, c'est tout. Pas beaucoup. Oui, quand on dit le chêne, arbre sacré, les druides et tout, ok, mais enfin bon, ils n'étaient pas là avant. C'était, vous savez bien, les geais qui perdent les glands qu'ils mangent, et ça vient du sud de la péninsule ibérique et de la péninsule italienne, ils n'étaient pas là avant. Donc tout change absolument tout le temps.
Et je suis très inquiet par ce qui a été dit tout à l'heure sur la liste des plantes natives. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi les plantes natives? Si on les remonte à l'histoire de l'humanité, on aura un brassage planétaire. On est donc en plein dedans en permanence. Donc ce qui est beaucoup plus important que dire cette plante elle n'a pas le droit d'y être ou celle-ci elle a le droit d'y être, c'est êtes-vous content d'exister là? Si vous êtes heureux, on vous garde. Si vous êtes malheureux, on ne va pas vous laisser souffrir. À quoi ça sert de mettre des plantes qu'il faut assister en permanence pour qu'elles soient là sous prétexte qu'elles seraient natives? Ça ne veut rien dire, ça. C'est juste ajouter de la souffrance et ne pas comprendre les mécanismes de l'évolution. Je suis très inquiet quand j'entends ça de la part d'écologistes. Moi, je suis écologiste aussi. Sauf que j'ai l'impression que certains n'ont pas compris ce qu'était la vie, avec le mécanisme même de l'évolution. À propos des semences qui peut-être créent des hybrides, viennent d'un accouplement, donc de deux êtres différents, il y a une hybridation. Mais il peut y avoir au cours de cette hybridation la passation de quelque chose qui a été acquis dans le courant de la vie de l'un de ces deux êtres. Ça, c'est le transformisme lamarckien dont on ne parle pratiquement jamais, qui est la capacité d'un être à interpréter ce qui se passe dans le courant de sa vie et qui le transmet à sa descendance. C'est très intéressant. C'est le mécanisme de l'évolution le plus riche. Bon, voilà, la prêle Ecustetum camusacense, donc elle vient pas de chez nous, mais elle pousse très bien chez moi. Et puis une copine à elle, le Lésiquiton, qui est du Kamtchatka aussi, une grande aracée magnifique. L'épimédium, ça c'est le furéum. Enfin, on est dans l'exotisme total là, puis voilà quoi. Et ça a l'air d'avoir été là depuis toujours. Ça fait partie de quelque chose qui est en harmonie avec le paysage alentour et les espèces qui parviennent à vivre encore dans le climat qu'on a. La grande berce fait toujours débat. Heracleum montegadianum, ok. Mais enfin, elle se porte bien et encore, je trouve qu'elle a modifié son comportement. Elle est très attractive pour les insectes, c'est intéressant parce qu'on voit ce qui vole et ce qui existe. Mais je fais en sorte que pour qu'elle ne se multiplie pas trop, qu'on coupe la hampe. C'est une thérophyte aussi, une vie annuelle, paraît-il. Bon. Et à ce moment-là, les graines ne se répandent plus. Mais elle n'a pas la possibilité de se multiplier. Donc elle sait qu'elle n'a pas fait son boulot. Et à ce moment-là, elle repart du pied. Elle devient vivace, elle change de type biologique. Elle passe de thérophyte à hémicryptophyte. C'est une bizarrerie. Mais alors ça dure des années, j'ai fait ça, et je me suis aperçu qu'elle se fatiguait. C'est-à-dire qu'une plante qui est annuelle, qui n'est pas faite pour se multiplier végétativement, mais qu'on oblige à vivre comme ça dans le temps, elle se fatigue. Donc il faut qu'elle invente un truc, et finalement ça ne marche pas, donc j'en ai eu plein qui ont disparu. Le truc c'était de repousser, mais non. Et au bout de 10 ans, j'ai arrêté. Elles repoussent, maintenant je les laisse les graines se disperser à nouveau. Voilà, donc je vais avoir un procès, je vais aller en prison, sans doute parce que je n'en ai pas le droit. C'est interdit, c'est une plante, ouais, elle est dangereuse, elle est méchante et tout, ouais. On verra. Et juste cette image sur cette question du brassage planétaire qui vient des Açores, où j'ai fait une visite botanique, mais paysagère, absolument. C'est magnifique. Comme c'est un drôle d'archipel dans une zone climatique qui n'a pas de définition vraiment stricte, qui connaît un peu tous les niveaux, toutes les zones, on a des flores qui arrivent, c'est les humains qui les ont apportées pour partie, mais de partout. Donc on est dans une espèce d'index du jardin planétaire. C'est à visiter les îles des Açores. Voilà, donc tous les jardins, y compris dans la ville, on peut imaginer que on utilise l'opportunisme biologique et les origines planétaires. Alors ça, malheureusement, je vous le montre parce que il n'existe pratiquement plus. C'est le jardin de l'Arche avec les grandes berces. Ils avaient accepté quand même. Mais on n'a pas fini le projet parce qu'il y avait déjà dans leur tête le projet autre qui est celui du stade Arena, pour faire du foot et du rugby je crois, qui sert 12 jours par an, mais qui prend le terrain. Donc le jardin a été détruit.
Voilà, alors il y a là aussi des épimediums, il y a des euphorbes, des hellebores, des cornus, enfin, et puis aussi des plantes qui étaient du bord de la Seine. Donc il y a un mélange entre toutes sortes d'espèces qui sont capables de vivre dans un climat comme celui-là, on est à Paris, enfin à la Défense, et sans arrosage, avec pratiquement aucun entretien. Je ne sais plus pourquoi je vous montre ça. C'est le musée du Quai Branly, mais ça fait partie des sujets de l'entretien. Comment on peut faire pour à la fois évoquer un paysage. Ici, on est dans la savane arborée plutôt, donc beaucoup de plantes qui sont gramineuses d'aspect. Certaines vont dans l'eau, alors c'est pas des graminées forcément, c'est des typhas, mais enfin, peu importe la question. Et elles poussent là sans qu'on ait beaucoup à s'en occuper. C'est juste que les entreprises d'entretien ne connaissent pas les plantes aujourd'hui. Ce sont plus des techniciens de surface. Ça, vous le savez sans doute. Et les jardiniers qui arrivent et qui seraient capables de mettre un nom sur la plante et de savoir comment elle se comporte sont excessivement rares. Ça, c'est une école à faire, à créer et à développer. Il faudra juste les payer correctement, parce que c'est des savants, ceux-là. Alors, vous avez évoqué le domaine du Rayol, je crois, tout à l'heure. Là, il y a des jardiniers qui sont comme ça, vraiment. Je vais finir avec la diversité comportementale. C'est difficile à observer dans la strate herbacée, mais dans la strate arborescente, la diversité comportementale, ça a été aussi montré tout à l'heure, elle est absolument extraordinaire. On a vu un exemple d'Alep soumis au vent, donc ça c'est la némomorphose, mais il y a plein d'autres comportements qui peuvent être dus à des chocs, à des rapports à des animaux, enfin bon. Là, c'est un être qui a été protégé pendant très longtemps, toujours existant, vivant, dans la ville de Lausanne, qui a des branches qui retombent. D'ailleurs, à propos des arbres d'alignement, franchement, c'était pas une mauvaise idée d'avoir choisi quelques érables, quelques platanes, pardon, mais il faudrait les laisser vivre. Un platane, à mon avis, hein, cette pièce, il lui faut, minimum, pour que les branches puissent retomber comme ça, pour qu'ils puissent vivre, quoi. Là, on les a massacrés. Et à force de les massacrer, on ne vient pas nettoyer les scies des tronçonneuses à chaque fois quand ils ont une maladie, ils les transmettent à tous les autres, évidemment. De toute façon, les monocultures sont vraiment idiotes. C'est pas ça qu'il faut. Donc, diversité comportementale, alors lui, il exagère un peu, mais c'est un épicier, c'est pas l'épicier qui exagère, hein, lui, il me dit, venez voir, j'ai un truc là qui pousse, etc. Et on ne connaît pas, on ne sait pas très bien comment c'est arrivé. Ça arrive par-dessous une terrasse, enfin ça arrive de loin. C'est un polovnia qui est souterrain et quelqu'un a dû couper un polovnia, je ne sais pas quand, hein, mais il y a longtemps, on ne savait plus, et il arrive, il pousse dans l'escalier. Il me demande qu'est-ce que je fais. Je dis, vous le gardez. Je ne sais pas, je ne suis pas revenu voir, mais j'ai trouvé que c'était extraordinaire, parce que c'est inattendu, quoi. Ça, c'est chez moi. Bon, il commence à se fatiguer, celui-là, mais c'est un pommier qui est tombé, les racines sont là. Il a réitéré, il a fait plein de choses. J'en ai sélectionné une réitération. J'ai coupé la tête qui se fatiguait. Il a refait des pommes hein, pendant une trentaine d'années. Là, cette année, il se fatigue, mais bon. Et il n'y a pas de racines ici. Donc vous avez un arbre à angle droit. Ça veut dire que si un arbre tombe et qu'il a encore des racines dans le sol, eh bien, il n'est pas forcément mort. On peut peut-être discuter avec lui, quoi. Et ce que dit Francis Allais à ce propos d'un arbre en général, c'est une colonie, c'est pas du tout un être unique. Et s'il y a une branche qui meurt, ça ne veut pas dire qu'il est mort. Là, c'est pareil. S'il y a des racines qui ont été coupées d'un côté, ça ne veut pas dire que l'arbre est mort non plus, quoi. Dans un espace public ou dans un jardin classique, on dirait on enlève. Moi, j'ai trouvé vachement intéressant de le garder, quoi. Et avec lui, il est encore vivant. Hein. Ça m'a amené à gérer complètement différemment la strate herbacée autour. Et voilà, ça fait des changements de forme. Il n'y a pas que lui qui a fait ça. Il y a le Notophagus antarctica. Alors lui, il a réitéré. Il a plusieurs branches maîtresses qui sont tombées, plusieurs troncs. Et puis finalement, ça fait une espèce de grille. Il y a même un petit chevreuil là qui est venu passer sa tête.
Voilà, bon, il se fatigue lui aussi à cause des changements climatiques, mais bon. Ah, bah non, arrête. C'est quoi ça? Bon, lui, on dirait qu'il galope. Ça, c'est un arbre de la mangrove. On est en Australie. C'est absolument fantastique. Il se débrouille bien, hein. Lui, c'est les philao. Font partie de ces végétaux qui arrivent à vivre dans des sols complètement salés, mais ils vont chercher de l'eau douce quelquefois très très loin. Ils ont un ancrage vertical qu'on voit apparaître, ce qui est très très rare, quand il y a eu une tempête qui a enlevé le sable en surface. C'est rare de voir le système racinaire. Véronique avait fait un travail là-dessus important. Et là, ça c'est dans un jardin botanique en Californie où il y a, je crois que c'est un marronnier local, j'ai oublié son nom, qui fait ça, porte les pierres. Alors ça c'est chez moi et c'est l'autre jour avec l'anarchiste. Il n'y avait pas que, hein, pas que lui, hein, il y en avait d'autres. Bon, on visite et je leur montre Evonimus fortunei radicans, là, je sais pas, hein, je l'ai acheté comme un couvre-sol, hein, ça s'appelle un couvre-sol, hein, par terre, tagadam, tagadam. Il rencontre un arbre là, oh, oh, toc, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Tout ce que vous voyez sur le tronc de cet arbre, qui est un charme, c'est Evonimus, c'est lui. Là, il change de feuillage. C'est intéressant. Il perd sa vie rose, il revient au type biologique qui est vert, qui n'est pas panaché du tout, et il peut enfin faire des fleurs et des fruits. Il fait des petites graines. Mais on ne nous dit pas ça. On l'a vendu en couvre-sol. Hein. Bon, c'est comme le lierre. Hein. Vous savez, le lierre change de feuillage, lui. Il passe, c'est un polymorphiste, il passe de la forme en étoile à une forme arrondie quand il monte. Il faut qu'il monte pour faire les fleurs et les fruits. Et c'est quand même très important. En plus, ça fait du miel tardif et tout ça. Voilà, donc je vais... Voilà, qui monte. Autre singularité chez les arbres qui se voient, qui est la soudure, comment tu dis? Hein? Anastomose. Si, si. Oui, oui, oui. Anastomose, oui. C'est ça? Oui. Ça commence comme anarchie, oui, oui, c'est pour ça que c'est à cause de toi. Donc on s'en va vers un parousia qui est là. On le rencontre, il se colle ici. Voilà. Et puis... oui, et puis voilà, bon, tous ces arbres, c'est extraordinaire. Si vous avez des parousias et que vous avez des branches qui se touchent, vous avez une architecture d'une solidité fantastique. Qualité qui est utilisée beaucoup au Laos, dans des endroits comme ça où on fabrique des garde-corps, des ponts sur des rivières, ils sont toujours vivants, hein, à partir d'arbres qui sont justement, qui se collent, se soudent très facilement. Ça, c'en est un ficus qui, lui, est au jardin botanique de Palerme. Ah, on revient. Ah oui, alors ça, c'est quelque chose que moi j'ignore et je ne sais pas comment on peut appeler exactement. C'est Cotinus obovatus, donc c'est un arbre qui est un arbre à perruque américain. Oui. Vous connaissez sans doute le nôtre, il est petit, le coxigria. Lui, je l'ai planté à peu près au milieu de la masse végétale que vous voyez là. Il est là, hein, lui. Et voilà à peu près là où il a été planté. Il s'est déployé avec des branches qui tombent par terre partout, 15 mètres d'un côté, 15 mètres de l'autre. Quand vous faites un plan de plantation avec un arbre comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire, vous voyez? Manifestement, il faut aller dans le temps accompagner. Donc il faut presque abandonner la vision technocratique, quelque chose qui est une prévision. Et quant aux plans de gestion, il faut les jeter à la poubelle, ceux qui sont prévus. On vous dit faites un plan de gestion. Mais ce n'est pas ça qu'il faut. Il faut aller sur le terrain. Ce n'est pas un plan qui est prévu des mois à l'avance en disant qu'il faut répéter ce geste-là. Pas du tout. On doit changer de mode de gestion. Voilà, donc je ne vais plus vous embêter trop. Je finis juste avec la pédagogie. Il faut qu'on apprenne ça, qu'on sache que la zygène, elle ne va pas sa chenille, elle mange la filipendule et pas la scabieuse, qu'il faut que les plantes aient un nom et qu'on sache ce que ça veut dire. Là, vous voyez le professeur Philippus Ferrari,
qui lui donne, parce qu'on parle en latin, hein, attention, qui donne des cours aux étudiants du lycée Jules Rieffel. Tu ne savais pas que tu t'appelais comme ça. Et donc, il joue un rôle extrêmement important. C'était le début du jardin dit des étiquettes, mais aujourd'hui, ça a changé de nom. Et enfin, quelque chose qui reste un très grand mystère pour nous, comment on pourrait se faire aider de la science pour arriver à comprendre quels sont les messages qui sont portés d'une plante à l'autre, quelquefois d'un animal aux plantes et à nous, qu'on sache, qu'on ait l'assistance des scientifiques là-dessus. La piloselle, elle émet une toxine au bout de ses racines et elle élimine les graminées. Bon, ben, on ne sait pas s'en servir. Ça, c'est la dernière image, je crois. Non, pas tout à fait l'avant-dernière. Ça, c'est un dessin qui montre les connexions, et on n'a même pas les mycéliums des champignons, mais eux, ils passent des messages inouïs. Hein. Ah, ils ont inventé Internet, là, il y a longtemps, hein, avant nous. Hein. Et la dernière image, je l'aime bien parce que c'est un dessin de Vincent Gravé, qui lui est pas du tout dans ce métier, mais qui s'est plongé dedans pour illustrer quelque chose qu'il aimait beaucoup, c'est-à-dire cette diversité, avec des choses qui sont irréelles et des petits jardiniers perdus là-dedans, mais ça montre quelque chose qui est le sol restant très méconnu de nous, mystérieux encore aujourd'hui, malgré ce que l'on peut nous dire à partir des connaissances scientifiques, évidemment, bien sûr. Mais quand on voit un dessin comme ça, on se dit, je vais pas faire n'importe quoi dans le sol. Il y a du monde. Et il a raison. On nous explique même que probablement la biomasse souterraine est supérieure à celle que l'on voit par-dessus. Mais alors, on fait comment là? Là, on manque d'informations et de pratiques. Alors voilà ce que je voulais dire à propos de cette diversité et de notre métier. Là, je vais, comme Jean-Philippe, je vais devoir prendre un train, donc je ne vais pas rester très très longtemps, mais j'étais très content de venir. Merci.